Nicolas, je te laisse la main. Ok, très bien. Ouais. Merci. Bon alors bonjour à tous et bienvenue à cette session du coup de spéciale sur le transport optimal. Donc on a un invité qui est Marco Couturi. Donc Marco en fait, bon, je ne représente pas sa longue carrière, mais bon voilà, il a obtenu son doctorat en 2005. Bon, un petit peu plus proche de nous là en 2010 à 2016, Marco était associé professeur à l'université de Kyoto, puis il est revenu en France à l'ENSAE, et puis maintenant, donc, il occupe à la fois un poste à l'ENSAE et dans l'équipe donc de Google Brain à Paris. Donc Marco, c'est une figure incontournable du transport optimal computationnel. Il est entre autres très connu pour ses travaux sur l'application de l'algorithme de Sinkhorn pour calculer des plans de transport. Et voilà, je pensais avec plaisir, donc je lui laisse la main pour qu'il nous parle ouais, de la capacité de différencier les matchings et les couplages en transport optimal. C'est à toi, Marco. Bonjour à tout le monde, bonjour Nicolas, merci beaucoup Nicolas pour l'intro, enfin, tu as dit beaucoup de choses très gentilles. Je te remercie. Euh, donc oui, alors je parle en français j'imagine parce que je pense que c'est un peu le vibe un peu de la conf et je suis très content de le faire. Je voulais vous présenter aujourd'hui des travaux récents d'application du transport optimal. Et j'ai essayé de prendre un angle un petit peu différent de celui habituel, de dire voilà le transport optimal, voilà ce qu'on en fait, pour peut-être partir d'abord du besoin dans les applications de gérer quelque chose que j'appelle l'ambiguïté, et qui, à mon avis, peut être géré de manière assez efficace par le transport optimal. Et je vais essayer de véhiculer le fait que le transport, c'est bien entendu le calcul d'une distance de transport optimal entre mesures, mais c'est tout autant, je pense, le calcul de matchings et de mappings entre points qui, si on veut utiliser ces outils-là au sein du deep learning, enfin d'architecture différenciable end-to-end, bah, il faut que cette étape-là de désambiguation soit elle-même différenciable. Donc, alors j'ai mis pêle-mêle pas mal de monde à gauche et à droite. Donc, à gauche, c'est plutôt des gens avec qui j'ai collaboré au sein de Google. Et à droite, c'est des gens avec qui j'ai plutôt collaboré via l'ENSAE. Et après, avec des collaborateurs, bien sûr, qui recouvrent les deux. Peut-être un commentaire, je ne sais pas trop quel est le format de la conf, mais s'il y a des petites questions pendant la présentation, moi, je suis très content de les prendre live. Des fois, ça permet de faire avancer un petit peu la présentation. Donc, je vais commencer tout de suite avec un exemple concret qui à mon avis, est une des réussites un peu symboliques du transport ces dernières années, qui est celui de l'étude en fait, donc, du vivant et dans ce cas-là de cellules en fait. Et donc en fait de différenciation dans le temps de cellules, donc de compréhension finalement de la dynamique un peu du vivant et comment des cellules se retrouvent à exprimer, ou surexprimer ou sous-exprimer certains gènes au cours du temps. Et en général, enfin là le schéma que j'ai fait est très simpliste, ce sont des expériences beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus ciblées, mais disons que l'idée c'est vous prenez un prélèvement je sais pas, d'une tumeur peut-être ou d'un tissu, et vous regardez au cours du temps, en fait, finalement, comme vous avez des cellules qui évoluent au cours du temps. Et vous savez, les cellules meurent, les cellules se divisent. Donc, c'est vrai que c'est quand même une population qui est un peu en mouvement constant. Et enfin, une des révolutions un peu technologiques de ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le single cell genomics, qui est la capacité d'isoler finalement une cellule et de regarder pour cette cellule soit son génome, soit son transcriptome. Donc savoir est-ce que à ce moment-là, elle est en train d'exprimer plus que de normal certains gènes ou moins que de normal. Et c'est un peu une révolution parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'en gros, on prenait une grosse bouillie de cellules, on les écrasait toutes, on récupérait leur ADN, et avec toute cet ADN-là, on arrivait, ou tous les ARN, on arrive à avoir une idée de ce qui se passait dans un groupe de cellules. Là, maintenant, on a vraiment une vision localisée sur une cellule. Et l'un des avantages, c'est d'avoir vraiment beaucoup plus d'infos. Par contre, un des inconvénients, si on veut étudier la dynamique en fait de cette population, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre une cellule en fait et qu'on va la mesurer, on va la tuer quoi. On va l'exploser pour récupérer ces petites séquences.
Et donc, on n'est jamais dans la situation où on peut observer le même individu, ou au moins avoir des descripteurs du même individu au cours du temps. Euh, donc, à quoi ça pourrait ressembler donc une expérience dans ce genre? Ce serait au temps égal 0, bah, l'utilisateur, enfin le biologiste va récupérer un pool de cellules et il va une par une les faire passer dans une machine qui va en gros transformer ces cellules dans des vecteurs de descripteurs, donc typiquement des vecteurs de dimension 5000, qui sont pour plusieurs gènes qu'on veut monitorer. Après, il y a toute une procédure de nettoyage de données qui est assez complexe. Et au final, du point de vue des data scientists, nous, ce qu'on récupère, c'est juste plein de vecteurs pour les cellules qu'on a récupérées. Et 6 heures plus tard, bah, vous pouvez vous imaginer que bah, rebelote, le plat de pétri, là, il bouge, les cellules, les cellules se divisent, elles meurent. Donc on a récupéré une population de cellules qui est un petit peu homogène, et elle ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant, mais elle a un peu évolué. Et là, ce qu'on peut refaire, du coup, c'est à nouveau récupérer des features pour ces 8, je crois, cellules qui sont là à droite. Et donc, on va se retrouver avec deux ensembles de points, deux nuages de points en dimension, mettons 5000 ou 30 si on a fait de la PCI avant. Et la question, c'est, à partir de ces observations-là, on aimerait quand même comprendre, finalement, quelle est l'évolution, quelle est la trajectoire individuelle d'une cellule au cours de ces 18-24 heures. Donc, on va faire ça plusieurs fois. Et là, l'information qui nous manque, et l'ambiguïté dont je parlais dans le titre, bah, c'est juste qu'on n'est pas en mesure de dire bah, cette cellule est devenue celle-là. Et donc, il y a un moment, il faut qu'on ajoute du prior et il faut qu'on dise bah, je vais faire le pari que c'est peut-être cette cellule-là qui est devenue celle-là ou cette cellule-là qui est devenue une cellule qui ressemble à celle-là. Sachant que tout ça, c'est vraiment hypothétique puisque, je répète, toute cellule qu'on a mesurée est morte. Donc, elle ne peut pas avoir eu descendant. Donc, on espère qu'il y aura suffisamment de résonance statistique un peu dans l'échantillon pour qu'on puisse quand même récupérer des filiations. Et ça, la manière de le faire, qui marche, et là vous pouvez le voir assez facilement sur ce dessin, c'est du transport. Et donc c'est de faire un matching optimal. C'est donc se mettre en position de deviner quel pouvait être le lien qui aurait permis de relier des cellules. Et à partir de là, alors c'est là où c'est intéressant, bah, proposer, par exemple, peut-être de mieux comprendre la différenciation entre les cellules au cours du temps, même peut-être proposer des modèles paramétriques de ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit peu l'étape de matching qui, quelque part, est inhérente au problème parce qu'on en a besoin et elle est au milieu. Si vous regardez un petit peu bah, cette idée-là, c'est un peu l'idée qui était derrière ce papier vraiment intéressant qui est publié dans Cell il y a maintenant 2 ans. Et je fais un petit peu de pub pour la toolbox qu'on a proposée récemment pour quelques transports en JAX. JAX, c'est un framework de différenciation automatique Python. Eh ben, on a une petite appli, un des tutoriaux qu'on a proposé, c'est justement essayer de reproduire une partie des expériences de ce papier-là, avec un minimum de code. Alors, à partir de là, ce que je voudrais juste commencer finalement ce sur quoi je voudrais un petit peu insister, c'est ouvrir un peu la conversation, c'est quelles sont les situations. Là, c'est quand même une situation idéale, on a 8 points et 8 points, c'est un peu simple. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est des matchings un à un. Bah, il est très probable qu'on va avoir des petits problèmes quand on va appliquer notre marteau. Et donc, en gros, ce que le transport commence à permettre de faire, c'est de gérer la situation où, par exemple, où on a un nombre variable de cellules. Donc, plutôt que d'avoir, je sais pas moi, 10 cellules d'un côté et 10 cellules de l'autre, on va en avoir 5 et 9 de l'autre. Et donc, ce que fait Transport, c'est qu'il propose une solution qui va être, bah, en fait, on va introduire une notion de matching d'un point vers plusieurs ou de plusieurs vers un, et vice-versa. Et là où le transport va essayer de faire quelque chose d'intelligent par rapport à ce que pourrait être juste, je sais pas moi, des assignements de type plus proche voisin, c'est qu'on va essayer de gérer les situations très déséquilibrées où les données, par exemple, pourraient ressembler à ça, et où donc bah, une manière très simple de faire ça avec des plus proches voisins, elle serait très déséquilibrée, parce qu'on se retrouverait avec une cellule bleue à gauche qui aurait hypothétiquement généré plein de cellules jaunes à gauche, et par contre, toutes les cellules bleues qui étaient à droite au début se seraient toutes écrasées sur une seule cellule jaune. Donc ça, c'est pas très vraisemblable, et il y a une notion
de conservation de masse, si vous voulez, qu'on va vouloir essayer de garantir, au moins partiellement, euh, si besoin. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. Alors après, juste pour continuer un petit peu le débat, bah, une des choses qu'on va vouloir faire, c'est typiquement commencer à permettre alors, je suis désolé, il y a un iClear 19 qui apparaît un peu au milieu du slide, mais il n'a pas sa place là. Ce qu'on va vouloir peut-être faire, c'est commencer à aller au-delà du simple matching point par point, mais plutôt faire des extensions en dehors des samples. Et donc, pour les histoires de biologie, bah, typiquement, c'est des choses que les gens ont commencé à regarder il y a 2-3 ans et en transport ou en transport plus méthodologique, mais c'est quelque chose, par exemple, Nicolas avait contribué un papier, je crois, avec Vivien, il y a déjà quelques années. Donc, c'est des questions que les gens vont commencer à se poser très naturellement. Une fois que je peux matcher des points, bah, pourquoi est-ce que je ne peux pas matcher et essayer de trouver un mapping en dehors de l'échantillon? Voilà. Un autre exemple que je voudrais prendre qui est non, un dernier exemple, toujours en bio, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est quand par exemple les mécanismes de production de features sont deux machines différentes, mettons, et qu'elles mesurent peut-être des choses différentes. Donc dans ce cas-là, à un moment, on va peut-être séparer la population en deux cellules, on va prendre un certain type de feature et un certain type de feature pour l'autre population. On va donc se retrouver avec des populations de features dans des dimensions différentes. Et donc la question, ça va être, est-ce qu'on peut se débrouiller pour commencer à introduire des mappings ou des matchings qui peuvent gérer cette situation-là? Et là, on va assez naturellement vers les notions de matching de Gromov-Wasserstein. Donc, le message que j'essaie de véhiculer là, c'est qu'en gros, les problèmes que les gens se posent finissent souvent par être des problèmes d'alignement ou de désambiguation, et qu'il y a une théorie pour faire ça, c'est le transport optimal. Laissez-moi vous donner un autre exemple intéressant qui vient du problème de fairness, donc d'être équitable en fait quand on fait des décisions algorithmiques. Imaginez que vous avez une personne ici avec des features et que vous voulez prédire quelque chose de cette personne. Ça peut être une décision de santé, ça peut être une décision de financière, ça peut être une décision académique, n'importe quoi. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est faire un prédicteur, quelque chose qui va être intelligent et être capable, étant donné un ensemble de données labellisées, de pouvoir assez bien coller à ces données-là, donc assez bien pouvoir prédire à partir de ici le label YI de cette personne. Typiquement, la manière de le faire canonique, c'est de minimiser le risque, donc une somme de fonctions de perte sur les points qu'on a. Et si on fait ça, bah, typiquement, on va au bout d'un moment trouver un θ étoile qui va faire que ft étoile de xi est à peu près égal à yi. Mais si on regarde vraiment dans les détails, bah, ce qu'on va observer surtout, c'est que en général, on va faire des petites erreurs. Et on va peut-être faire des erreurs un peu plus souvent sur certaines sous-catégories de la population que d'autres, en fait. Donc là, si vous regardez, ça pourrait être un petit jeu, quelle catégorie un peu abstraite de la population ici a une plus grosse erreur, sachant que l'erreur ici, elle est représentée par une bille qui est plus ou moins large. Bah, si vous regardez un petit peu plus près, ce que vous verrez, c'est que, en gros, bah, les verts ont des erreurs un peu plus grosses que les violets ou le rose. Et ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est que finalement, l'algorithme a fait un petit compromis. Enfin, de toute façon, on ne lui avait pas dit qu'il y avait des verts et des roses à la base dans l'entraînement, ou même si on le lui a dit, on ne lui a pas dit qu'il fallait faire attention à ça. Ben, l'algorithme, il a trouvé qu'un bon θ étoile, c'était un θ étoile qui allait se débrouiller pour faire pas trop d'erreurs sur les roses, mais plus souvent d'erreurs sur les verts. Et là, quel que soit le cas de figure, on se rend compte qu'il y a quand même un petit problème de fairness, parce que le fait d'être dans la population verte vous expose à plus d'erreurs. Et donc, ce qu'on aurait peut-être envie de faire, c'est de rééquilibrer les distributions d'erreurs dans les deux populations. Et donc, quelque part, ce que ça veut dire, c'est un peu matcher ces populations-là. Au moins, matcher les erreurs, c'est-à-dire dire que, par exemple, on voudrait que la médiane de l'erreur à gauche soit comparable à la médiane de l'erreur à droite. Ou après, il y a pas mal de travaux qui ont réfléchi à ça, utiliser des notions de transport qui vont pouvoir gérer ces contraintes. Attendez, hop, qui vont pouvoir gérer ces, euh, ces, ces contraintes de fairness en utilisant soit des contraintes sur des transports entre les distributions, soit d'erreurs, soit de variables prédites, ou alors carrément en faisant le parti pris de matcher les populations de vert et de rose et se dire, bah en fait, je voudrais par exemple que la prédiction pour le vert médian soit comparable à la prédiction pour le rose médian.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on explore un petit peu dans Hot, c'est un des tutoriaux. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça. Sinon après, il y a d'autres applications intéressantes où on match de manière implicite avant de faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc un des exemples qui me plaît beaucoup, c'est celui de la neuroscience. Donc Hicham Janati et Alex Renfort ont travaillé beaucoup là-dessus. Et donc c'est l'idée de dire que bah, quand on regarde des Brain Activation Maps, je ne sais pas exactement quel mot en français, donc des données sur le cortex, en fait, ou mesurées sur des individus pour savoir quelles sont les zones qui sont actives d'un point de vue électromagnétique. Ben, en fait, on se rend compte que chaque individu, bien sûr, est différent. Chaque individu a son propre cerveau. Et déjà, en général, on va avoir du mal à les calibrer tous pour pouvoir les projeter sur un cerveau commun. Mais en plus, même là, dans ce cas-là, ben, on va avoir pas mal de variabilité spatiale. Et donc, on va devoir quelque part faire une étape de matching préalable pour pouvoir faire des prédictions un peu intéressantes sur, par exemple, je sais pas moi, est-ce que quelqu'un est atteint d'une maladie ou pas, ou est-ce que quelqu'un est en train de regarder une vidéo de chat ou pas, etc. Et donc, dans tous ces cas-là, il y a une étape de matching qui est implicite et qui est nécessaire et sur laquelle on va devoir différencier. Et l'exemple à droite, Nicolas pourra bien sûr en parler beaucoup mieux que moi, c'est celui, par exemple, du domaine adaptation, où on a des données qui sont labellisées. Donc, mettons qu'elles sont là. Bon, je vais faire du bleu. Donc, on a des données bleues ici et des données rouges ici. Ça, c'est votre ensemble d'apprentissage train. Vous avez un autre ensemble d'apprentissage de test qui est un petit peu décalé. Il est différent. La distribution des données du test est différente de la distribution des données de train. Et vous voudrez quand même essayer de récupérer, utiliser l'information supervisée sur les données auquel vous aviez accès initialement, qui était labellisé, pour proposer quelque chose pour ce nouvel ensemble d'apprentissage. Et donc là aussi, une idée assez finalement naturelle, c'est d'essayer de matcher les données, l'ensemble des données bleues et jaunes et rouges, pardon, aux données vertes, et à partir de là, réussir à utiliser les labels pour proposer un classifié. Donc là, c'est encore un exemple où on va faire le matching et après on va faire l'apprentissage supervisé. Et dans le meilleur des mondes, on aimerait bien pouvoir faire ça ensemble. C'est à la fois différencier le mapping et l'erreur de classification finale. Donc, dans tous ces problèmes-là, le matching mapping est un step intermédiaire. Le matching mapping est intermédiaire en sens où il apporte une prior forte sur le fait que vous pensez que si, tant qu'à choisir, bah, autant choisir quelque chose qui va être un mapping soit optimal, soit vaguement optimal. Et ce dont on a besoin, en fait, je pense, pour gérer ces situations-là, c'est une toolbox qui va être capable, quand je parle de toolbox, je parle pas de toolbox software ici, mais plutôt d'outils algorithmiques, qui vont être à la fois guidés par la théorie, donc pour nous permettre d'avoir une idée assez claire de quand est-ce que ça peut marcher, quand est-ce que ça ne peut pas marcher, et voire même de développer de nouveaux algorithmes. On a besoin de quelque chose qui passe à l'échelle parce que clairement, on va avoir du mal à vendre un outil qui fasse du matching mapping qui est très lent. Et de mon point de vue, c'était le problème le plus crucial, on a besoin de quelque chose qui soit différenciable. Et par différenciable, ici, j'entends pas juste la différenciabilité de l'objectif de matching, mais l'argmin, quoi, le matching optimal. Et en fait, le transport optimal, c'est un peu ça, quoi. C'est ce qui permet de vendre tout ça. C'est quelque chose qui, à travers plusieurs disciplines, a compris l'essence de cette histoire de matching optimal et qui va le retraiter à vraiment différentes sauces. C'est-à-dire que le problème étant tellement fondamental qu'on peut avoir un avis intéressant sous beaucoup d'angles possibles. Et c'est ce qu'on voit avec cette littérature très riche qui s'est développée ces dernières années. Et je vais faire un petit peu de pub pour notre bouquin avec Gabriel, qui s'attaque un petit peu au problème du point de vue plus computationnel, sachant que le domaine allant très vite, il est déjà un petit peu, enfin non, je n'ai pas envie de dire qu'il est plus actuel, mais il y a certains éléments de la littérature récente qui n'y sont pas bien entendu. Donc, une des raisons aussi du succès du transport optimal, c'est que c'est une discipline en fait
trouve sa filiation il y a 200 ans dans les travaux de Monge, mais qui après a vraiment irrigué donc plusieurs domaines, euh, à la fois l'économie dont j'en parlais, et plus récemment des maths pures. Donc c'est vraiment un domaine qui a des... Enfin, je trouve ça peut-être c'est un petit peu poussé de dire ça, mais c'est un domaine qui a vraiment des lettres de noblesse en maths. Et donc ça a attiré quand même des esprits brillants en maths qui ont eu des idées qui, à mon avis, sont très utiles aujourd'hui en algorithme. Donc, pardon. Je vais tout de suite passer un petit peu maintenant, après cette intro, donc plus concrètement aux maths, quoi. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que j'entends par matching optimal et qu'est-ce que j'entends par matching différentiel? Et je vais me replier sur la formulation la plus simple, au moins la plus attractive pour les gens qui font des algorithmes, du problème qui est la formulation de Kantorowicz. Donc, dans la formulation de Kantorowicz, on est dans un scénario où on a des points, là j'ai mis à gauche pour simplifier, on a des points ici à droite, peut-être euh, un petit enrichissement du modèle, c'est que j'ai maintenant le droit d'avoir non seulement des points, donc la delta xi c'est un Dirac, c'est une masse de Dirac en xi, donc ça va être juste finalement chacune des croix que je mets ici, mais je m'autorise aussi à avoir, donc ça va être un xi, ça va être la localisation, et je m'autorise aussi à avoir des hauteurs de masse, quoi, donc en gros le poids que j'ai sur ce point ici. Donc quand je vais faire des matchings, c'est un petit peu le cas dont je parlais un petit peu avant, c'est je vais m'autoriser à faire le matching de peut-être cette masse-là vers deux ou trois points ici à droite, et peut-être qu'à chaque fois je vais laisser une partie de la masse partir là, une partie de cette masse-là va aller là, etc., etc. Donc, dans le problème de Kantorowicz, l'intérêt c'est de trouver en gros un moyen optimal de transporter la masse rouge vers la masse bleue. Si vous n'êtes pas familier avec ce problème, une autre manière assez intuitive de le voir, c'est que imaginez que chacun des bâtons rouges représente la production, par exemple, d'une usine, d'accord? Donc je dessine très mal, mais d'une usine, mettons, d'accord? Qui va produire une certaine quantité de biens, et chacun des bâtons bleus représente un magasin qui, lui, est là pour vendre ses biens. Et le problème de ce transport optimal, c'est étant donné, mettons, 1000, donc on va dire c'est les télévisions, 1000 unités de télévision qui sont produites par les usines et 1000 télévisions qui sont produites, dont on a prévu la vente dans les magasins, de savoir comment dispatcher la production de chacune des usines vers chacun des magasins, de manière à ce que l'on minimise le trajet total qui va être induit par un plan. Donc, si par exemple j'envoie cette télévision, quelques télévisions ici vers ici, ben, en gros, je vais payer l'équivalent du coût. Donc là, si c'est XI, mettons, et ça c'est YJ, je vais payer l'équivalent du coût D de XI YJ. D'accord? Et donc, ce qu'on veut au final, c'est avoir un coût global minimisé parmi toutes les manières possibles d'envoyer de la masse de la gauche vers la droite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous parle beaucoup du coût global, mais ce qui va être intéressant, bien sûr, par la suite, c'est quel est le P étoile, quelle est la matrice qui réalise ce coût optimal. Donc, si on fait un petit peu, si on écrit tout ça en équation, ce qu'on obtient, c'est qu'on a donc deux mesures à la base. Donc, je répète, masse, localisation, masse, localisation. Et on est tel que la somme des AI, toutes les télévisions produites, est égale à la somme des BJ, sachant qu'il n'y a pas forcément la même quantité de magasins que d'usines. D'accord? Ça, c'est implicitement assumé pour l'instant, hein. Après, il y a des variations du transport optimal qui s'affranchissent de cette contrainte. Donc, la première chose à dire, c'est ce que je veux savoir quand je dois matcher ou apparier des ensembles de points, c'est quel est le coût qui est nécessaire pour apparier chacun des points 2 à 2. Si je vais de l'usine XI au magasin YJ, qu'est-ce que je vais payer? Typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que c'est une distance, peut-être à la puissance P,
Ça, c'est une petite variante. Mais en gros, disons qu'on va juste contenir dans une matrice de taille n fois m tous les coups possibles d'appareillement. Et après, la deuxième partie, qui est celle qui introduit la contrainte intéressante, c'est on va vouloir avoir un couplage. Donc quelque chose qui va être une matrice P dont la somme, d'accord, c'est une matrice de taille n, m, et elle va être telle que la somme en ligne de cette matrice-là va être égale à la contrainte de production, en fait. Donc on va envoyer tout ce qu'on produit. Et que la somme en colonne va être égale à la contrainte de réception de nos petits magasins qui ont besoin de télévision. Et c'est ce qui est écrit ici de manière peut-être un petit peu plus abstraite. P fois la matrice, enfin, le vecteur D1 est égal à A, P transpose fois le vecteur D1 est égal à B. Donc une fois on a défini d'un côté la fonction objectif et les couplages qui sont acceptables, ben, on se retrouve avec le transport optimal, le problème de transport optimal classique des années 40, qui est celui que des âmes brillantes comme Danzig ont essayé de résoudre au tournant de la Seconde Guerre mondiale. Et ce problème-là, en fait, ce qu'il a enfin, là où c'est très important, en fait, c'est qu'il est linéaire. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre qu'on pouvait résoudre les problèmes linéaires. Et c'est même un problème linéaire très bien posé, c'est ce qu'on appelle un network flow. Donc laissez-moi juste réinsister. Ça, c'est juste le produit scalaire de deux matrices. Donc c'est la somme des PIJ, MIJ. Et ça, c'est donc l'ensemble des contraintes de nos matrices. Donc si on fait un peu une vision un peu géométrique du problème, on se retrouve avec un polytope de matrices. On a toutes nos matrices ici qui sont définies par les contraintes de marginal. On a une matrice de coût MXY qui, elle, est définie par les localisations des différentes usines et des différents magasins. Et ce que nous dit la théorie, c'est en gros, bah, ça, s'il faut le minimiser avec P étoile, sans d'autres hypothèses sur ce qu'est la nature du coût, bah, on va utiliser en général un network flow simplex, qui est un algorithme qui va avoir une complexité super cubique, qui va marcher plutôt bien en fait pour ce problème-là. Sauf que on a des complexités dans le pire des cas qui sont donc quand même assez élevées. Et on le voit en pratique quand on se retrouve avec des problèmes un petit peu dégénérés, avec des coûts un petit peu dégénérés, avec des ambiguïtés et des tailles très grosses, que c'est un algorithme qui a quand même un peu du mal à converger. Et juste pour insister sur le côté combinatoire de cet algorithme-là, c'est vraiment un algorithme qui va se balader d'un coin à l'autre de ce polytope, sans jamais rentrer à l'intérieur du polytope, pour arriver à la fin de plusieurs calculs, finalement, à P étoile. Donc tout son job, c'est de savoir quel est le coin qui est celui qui est optimal. Et ça, c'est bon. Disons que rien que la complexité de cet algorithme-là, c'est déjà quelque chose qui en fait un candidat enfin, pas forcément un très bon candidat pour des problèmes d'apprentissage, mais là où ça commence à devenir un petit peu plus problématique de mon point de vue, c'est sur finalement la notion de différenciabilité. Alors là, bien sûr, là c'est toujours très important de bien dire ce qu'on entend par différenciabilité. Il y a plusieurs choses qu'on devrait pouvoir différencier ou dont on pourrait avoir un intérêt à différencier. La première chose, c'est de regarder ce qui se passe dans P étoile, le produit scalaire P étoile MXY. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'est-ce qui se passe si je dois différencier ça ou ça ou ça ou ça, par exemple. Donc il y a des cas un petit peu différents selon que ce soit les contraintes ou que ce soit le coût qu'on différencie. Là, je vais donner un exemple où je différencie le coût, parce que ça me paraît être assez standard dans les applications machine learning, plutôt que de différencier les poids. Et donc dans ce cas-là, ce que l'on observe très vite géométriquement, c'est qu'on a un P star qui est un peu dégénéré dans le sens où P star, soit il bouge pas du tout quand X et Y bougent, soit il fait un saut en fait. Et c'est assez simple à visualiser. Imaginez que je commence à changer un petit peu X, donc vous allez avoir un petit peu de pivotement. Au bout d'un moment, ça va jamais arriver, enfin, c'est avec une probabilité nulle. On va avoir un coup qui est orthogonal à une facette du polytope. Mais par contre, ce qui va arriver, en gros, c'est qu'on va avoir un P star qui va sauter donc d'un coin à l'autre. Donc, si je devais juste résumer, si je regarde P star et M comme une fonction,
Ben, c'est une fonction qui va être linéaire, puisque elle est de dérivée nulle pendant un petit moment. Et de temps en temps, paf, non, pardon, elle est dérivée constante pendant un moment, c'est P star, sa dérivée, donc elle va être linéaire. Et ça va sauter comme ça. Donc voilà. Si je regarde maintenant P star lui-même, donc dans un espace bien sûr un peu augmenté, ben, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux localisations x et y, ben, mon P star, c'est juste une fonction constante. Mon matching, il est constant. On le voit bien, hein, si on a deux nuages de points et qu'on essaie de bouger un tout petit peu, on s'attend un petit peu à ce que le matching ne bouge pas trop pendant un petit moment. Et pouf, il va changer. Et pouf, il va rechanger, etc. Et autant je pense que cette situation-là est gérable quand on fait du end-to-end learning, enfin, ça n'a jamais arrêté quelqu'un de faire des relus parce qu'elles n'étaient pas différenciables en zéro. Autant cette situation-là, elle est un peu plus problématique si vous voulez apprendre à travers le matching, parce que quelque part, ce que ça veut vouloir dire, c'est que la variée des paramètres qui produisent le nuage de points, par exemple, va avoir localement aucune incidence sur le matching, et donc vous n'aurez aucun gradient. Donc vous n'aurez rien à dire, rien à propager sur la partie du matching. Et ça, je pense que c'est un problème. Donc, de manière générale, enfin là, c'est peut-être pas très clair dans ce message-là en dessous. La distance elle-même, elle n'est pas différenciable, mais elle est différenciable presque partout. Au moins, elle est continue. Par contre, le P étoile, donc l'Arcmin, lui, il est pas du tout. Il est constant localement. Et de temps en temps, il fait des sauts, donc c'est encore plus pathologique. Donc, après, un autre problème, je pense, de ces approches-là, c'est qu'en gros, elles vont être limitées à une exécution CPU, parce que enfin, c'est un problème en programmation linéaire d'essayer qui, à mon avis, n'est pas résolu, enfin, pas à mon avis, qui n'était pas résolu la dernière fois que je l'ai regardé pour résoudre des problèmes combinatoriaux sur GPU. Ça s'y prête juste pas du tout. Et donc, il y a quand même pas mal de problèmes dans cette approche-là. Et donc, si on veut vraiment voir différencier le matching, bah, en gros, l'idée, c'est de régulariser quelque part, d'avoir des fonctions qui vont être plus smooth, à la fois celle du coût du transport, mais aussi, surtout, le mapping enfin, l'application qui va des données en input vers un matching qui ne sera pas optimal, du coup, ce ne sera pas un vertex, mais ce sera quelque part un peu plus à l'intérieur du return. Et donc, la régularisation que j'ai poussée, comme le disait Nicolas, c'est la régularisation anthropique. C'est pas moi qui l'ai inventé, elle date de plusieurs années. Mais ces aspects un petit peu algorithmiques, je pense, sont vraiment ce qui fait qu'elle est un peu au goût du jour aujourd'hui. C'est essentiellement le fait que, en rajoutant ce terme de régularisation anthropique au problème du transport optimal linéaire, hein, donc juste le bon vieux programme linéaire, donc là, c'est juste la régularisation de l'entropie du couplage, parce que ce couplage est une probabilité. Ben, on obtient quelque chose qui va être un petit peu plus smooth que le vrai transport, qui lui est très très piqué. Vous vous rappelez, le transport, c'est une matrice de taille nm qui a n plus n contraintes, et donc forcément, si on fait un programme linéaire avec, on se retrouve avec une matrice qui est que des zéros, sauf dans n plus m coordonnées. Alors que si on fait de la régularisation, on va avoir un truc un peu plus flou. Et la raison pour laquelle c'est quelque chose qu'on aime bien, d'un point de vue calculatoire, c'est que c'est très simple, en fait, de donner une factorisation, en fait, pour la matrice de transport. Donc ça découle de conditions du premier ordre. Je vais un petit peu aller un peu vite là-dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'en gros, vous avez un algorithme qui, en utilisant juste les conditions du premier ordre, vous permet de trouver cette matrice un peu plus smooth. Et c'est l'algorithme de Sinkhorn. Donc l'algorithme de Sinkhorn, je vais juste vous l'écrire ici. C'est vous partez de k égale à l'exponentielle de moins votre matrice de coût que vous divisez par un régularisation gamma. Et après, vous allez juste répéter cette alternance d'itération. Donc vous allez partir de V0, et après vous allez juste faire un produit matriciel de k fois V. Vous allez faire A divisé par ça, et vous faites ça plusieurs fois que ça. Donc ça a l'air tout bête comme ça. Si vous voulez vraiment l'implémenter un peu dans les règles de l'art, il faut quand même faire un petit peu attention parce qu'il y a des problèmes de stabilité numérique qui apparaissent très vite. Mais c'est vraiment un algorithme qui, contrairement à l'algorithme simplex qui vraiment nécessite 1000 lignes, est quelque chose que n'importe qui peut implémenter en 2 lignes. C'est vraiment très très facile de l'essayer. Et il y a pas mal de choses qui se passent, qui sont intéressantes avec cet algorithme de Sinkhorn, qui est que comme tout dépend finalement de produits par le noyau, puisque l'algorithme
quelque part, il ne regarde jamais vraiment la distance originale, mais il va plutôt s'attarder sur le noyau induit par cette distance. Ben, il y a plusieurs extensions de l'algorithme de Lincoln, vous pouvez imaginer. On va se dire, ben, est-ce qu'il y a des moyens de rendre ces multiplications de noyaux vecteurs plus rapides? Et il y en a quelques-uns. On peut réutiliser certains tricks des kernel methods, mais pas tous, parce qu'il y a quand même plus de contraintes qu'en kernel method, parce qu'on divise. Il peut y avoir des zéros qui apparaissent et qui font tout exploser. Alors, là, j'ai présenté le problème de Seacorn comme, enfin, l'algorithme de Seacorn comme un truc un peu hacké. Si vous êtes dans une communauté plus d'optimisation, je pense qu'il y a une formulation plus satisfaisante de l'algorithme de Seacorn qui est juste celle de utiliser une block coordinate ascent, donc en gros dans le problème dual. Donc le problème de transport régularisé avec l'entropie a un dual qui s'exprime très simplement, c'est un problème non contraint. Et il se trouve que une approche computationnelle assez efficace pour le résoudre, c'est d'updater des variables par bloc, parce que c'est très facile d'annuler le gradient de certains blocs de variables. Et ça, c'est une manière assez intuitive en fait de formuler le problème de Seacorn. Et en plus, ça rejoint toute la littérature sur la dualité du transport euh, introduite par Kantorowicz. Donc, alors, je vais juste peut-être dire un tout petit truc, mais rapide, parce que je me rends compte que j'ai plus trop de temps. En général, ce que les gens utilisent, c'est à la base, donc en 2013, à l'époque, enfin, moi je pensais que ce qui était intéressant, c'était d'utiliser le coût du transport régularisé plutôt que de regarder le coût du transport optimal P étoile. Il y avait un autre côté qui était intéressant, c'est qui était le AB transpose, donc c'est le plan indépendant. Et assez vite, en fait, on s'est rendu compte que cette quantité-là, qui se focusait juste sur le coût du transport régularisé, elle avait des avantages, mais que certains inconvénients, et notamment qu'elle n'était pas nulle quand on comparait une mesure avec elle-même. Et donc ça nous a amené à proposer des variantes centrées de cette notion de coût de transport régularisé, en introduisant aussi l'entropie. Et c'est ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui la divergence de Sinkhorn, qui est assez adopté, en fait, plutôt adopté dans les applications. Et qui est une manière intéressante d'interpoler un peu entre les énergies, enfin les MMD et la distance de Wasserstein. Donc je vais juste maintenant, vite, parler de différenciabilité. Donc c'est une partie peut-être un petit peu plus technique. J'imagine que j'ai peut-être 5 minutes de plus pour démarrer un peu plus tard. Euh, ce que j'appelle différenciabilité ici, ça va être ça va être plusieurs choses. Et c'est un peu le côté fascinant de cette histoire de framework de différenciation automatique. Donc la première chose que vous pouvez vous demander tout simplement, si vous êtes vraiment en train d'utiliser une distance de Wasserstein pour la première fois, c'est qu'est-ce qui se passe en gros quand je vais changer certains de mes paramètres. Et ici, je vais prendre deux paramètres simples qui sont par exemple les poids de la première mesure. J'ai envie de dire quel est le gradient finalement, quel est le produit scalaire de delta A que je vais introduire par rapport au gradient de Wasserstein. Et l'autre différenciabilité intéressante, bien sûr, ça va être en gros qu'est-ce qui se passe quand je bouge un petit peu X. Donc en gros, j'ai une situation où j'ai, je sais pas moi, f est égal à min de alpha, pardon, d'un paramètre, donc on va l'appeler p, d'une fonction h de, mettons, p virgule a x, d'accord? Et je me demande, en gros, quel est le gradient par rapport à a ou le gradient par rapport à x, si ça a du sens, hein, si notamment je suis dans un espace vectoriel pour x, de f, d'accord? Donc dans ces cas-là, ce qui est assez intéressant, c'est que si la seule chose que vous voulez différencier, c'est le min, bah, en gros, c'est la recette, c'est de se dire que, bah, en gros, ça ressemble un petit peu, en gros, à la fonction de h en p étoile et ax, et on va partir du principe, en gros, que p étoile va pas trop varier autour de ax. Et si c'est vraiment ce que vous voulez faire, si vous voulez juste différencier le min là, bah alors en gros, il y a un théorème qui vous dit que ce que vous faites est juste, et c'est le théorème de Danskin en fait. Le théorème de Danskin dit essentiellement que si vous voulez minimiser, si vous voulez calculer comment un min change en fonction de certains des paramètres, bah vous avez le droit, parce que
la différence de P étoile entre A et X, elle va être négligeable vis-à-vis de la différence de H par rapport à X. Et donc, en gros, enfin, c'est quelque chose qui peut se prouver assez vite, quoi. C'est en gros de dire, ben, quand vous allez faire votre chain rule, il y a un terme que vous pouvez négliger. Et donc, c'est de juste dire, ben, en gros, ben, votre transport, il se ressemble un petit peu à ça. Votre coût de transport ressemble à ça. Et donc, si vous voulez différencier, ben, il suffit de différencier ça par rapport à. Alors, ce que je suis en train de dire est partiellement juste. Parce qu'en gros, il y a une manière intéressante de le faire dans un cas, quand on différencie les poids, et une manière intéressante de le faire quand on différencie les x. Donc quand on le fait en différenciant par rapport au poids, bah, en fait, tout est simple, on utilise la formulation duale et tout marche tout de suite. Quand on veut différencier par rapport à x, il faut utiliser la formulation primale, et donc utiliser juste le cas. Et là, je donne le cas où on a un espace vectoriel. Donc ça, c'est un peu le- le niveau 0.0 de je veux différencier la licence de Wasserstein, et c'est quelque chose qu'on comprend maintenant depuis 6-7 ans en fait. Là où ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, c'est qu'est-ce qui se passe, comme je vous l'avais dit, quand je veux différencier pas l'objectif, parce que l'objectif, bon, quelque part, il varie de manière continue, et ça on le voit, hein. Il varie de manière continue quand on change un petit peu certains des paramètres, donc là il est x, et c'est plutôt, donc, comme je l'écris ici, calculer le gradient par rapport à n'importe quoi de Wasserstein, c'est en général facile. Soit on va passer par la formulation primale ou la formulation duale. Et ça, c'est en gros, l'idée, c'est juste différencier l'objectif de Wasserstein en frisant, en congelant la variable primale optimale ou la variable duale optimale. Là où ça devient un peu plus compliqué, et c'est là où je m'intéresse un peu à ça, c'est de différencier donc la jacobienne de P étoile, donc le matching par rapport à un paramètre que vous me donnez. Et là, je vais juste vous parler de deux solutions possibles. Et c'est assez canonique dans la littérature de différenciation automatique normalement. C'est soit vous adoptez la vision d'un programmeur, soit vous adoptez la vision d'un mathématicien. Sachant qu'un programmeur, en gros, ça va être, dans ce cas-là, un peu plus bourrin, mais ça va être garanti de marcher, et ça va peut-être vous faire exploser la mémoire, mais au moins, vous allez faire un truc qui est bien contrôlé. Et l'idée, en fait, assez simple, dans la notion de programmeur, c'est juste de se dire, bah, finalement, vous m'avez donné un algorithme qui est l'algorithme de Sinkhorn qui, en faisant tous ces produits scalaires, produits matrices, vecteurs, arrive au bout d'un moment à créer un P étoile. Moi, ce que je vais juste faire, c'est le différencier de manière automatique en faisant ce qu'on fait de l'unrolling. D'accord? Donc, juste unroll les itérations. La vision du mathématicien, elle est un petit peu plus. Alors, juste pour. Ça, c'est quelque chose qui a été utilisé. Alors, un des premiers exemples d'utilisation de ce unrolling pour Syncant, c'était un papier de Adams. Adams et de Zemel, Richard Zemel en 2011. Et ça a été utilisé par la suite dans pas mal d'autres contextes. Plus, là, c'est que pour du Syncant entre des matrices de permutation. Ça a été utilisé par la suite pour différencier des mesures plus dans l'esprit de ce que j'ai présenté un peu plus tôt. La manière de faire d'un mathématicien, ce serait plutôt de dire la chose suivante. Alors là, j'ai utilisé la paramétrisation duale du problème, et ce serait de partir de, en gros, on a commencé à définir un mapping, enfin, pardon, pas un mapping, une application un peu abstraite qui, à partir de mesures, de coûts et peut-être de régularisation, vous donne des solutions optimales au problème dual, qui suffisent pour générer le mapping optimal. Bah, les conditions du premier ordre, en fait, si vraiment alpha étoile et bêta étoile sont optimales, alors on a, alors il faut peut-être que je mette un petit étoile quand même ici, on a ces conditions du premier ordre qui sont satisfaites, donc on a que ça vaut 0. Ça, ça veut juste dire en fait que le plan de transport a les bonnes marginales voulues. Et donc en fait, on a que à l'optimum, alors c'est peut-être ça qui peut-être, faut peut-être que je fasse ça, ça va être 0 en fait à l'optimum. Si j'injecte cette fonction h qui check, qui est une variable d'optimisation optimale, en utilisant mon mapping, qui normalement mon algorithme qui m'a donné la solution optimale, je devrais vérifier que ce truc-là est vraiment optimal. Et toute l'idée du théorème des fonctions implicites, en fait, c'est de différencier ce mapping qui associe, enfin la jacobienne de ce mapping qui associe les inputs vers alpha étoile, bêta étoile, en utilisant cette relation. Et en partant du principe que cette relation va être vérifiée à l'alpha étoile, bêta étoile qui correspond maintenant aux données que j'ai, et à celles que je pourrais avoir perturbées. Et si vous l'écrivez, en fait, ce que vous réalisez, c'est que le théorème des fonctions implicites, il utilise juste cette identité que, avant la perturbation et après la perturbation, je dois toujours être à 0, pour pouvoir dériver la jacobienne du mapping, donc des outputs
optimaux, donc en gros du matching optimal, par rapport à n'importe quoi. Donc là, j'ai mis un cube noir. Et la manière de faire, en gros, c'est de recalculer à chaque fois la jacobienne de cette fonction, de cette condition du premier ordre, enfin ici en premier ordre, de cette condition d'optimalité par rapport à ce n'importe quoi et, c'est ici, et par rapport aux variables optimales elles-mêmes que mon algorithme est censé avoir produit. Et après, il y a quelques petits détails qui sont que si vous voulez vraiment faire de la différenciation automatique et donc introduire ces mappings optimaux dans un pipeline de type JAX, PyTorch, etc., ce que vous faites souvent, c'est que vous exécutez la différenciation en backward pass, parce que vous allez vouloir calculer le gradient d'une quantité qui va être une loss, qui elle-même dépend de ce mapping optimal. Et en backward mode, ce qu'on a besoin de calculer, c'est jamais l'application d'une jacobienne à un vecteur, c'est la jacobienne transpose. Et donc, il suffit juste d'inverser, de faire la transposée de la formule précédente pour obtenir ce gros truc. Alors, ça a l'air un petit peu, ça a l'air de faire un petit peu peur, mais là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ces trois blocs qui vous sont données de manière gratuite par les frameworks de différenciation automatique. Donc, la première chose ici, c'est que je différencie une fonction d'une condition de premier ordre par rapport aux variables. Ça, c'est quelque chose, et je fais surtout l'application de la transposée jacobienne. Ça, c'est automatique en JAX. Ici, je vais avoir un autre opérateur de vecteur jacobien, et c'est pareil, c'est automatique en JAX. Donc ça, je n'ai même pas besoin finalement de le gérer. Et après, surtout, je vais avoir un système linéaire à gérer, le -1 ici. Et là, c'est pareil, je ne veux surtout pas instantier des matrices. Je veux bien entendu faire ça de manière itérative en faisant juste appel à un oracle linéaire. Et c'est fait en JAX aussi. Donc juste pour faire un petit peu de synthèse, un peu de pub pour cette toolbox. Cette toolbox, en fait, elle a été pensée vraiment pour ce scénario-là. Après, il y a d'autres aspects de JAX qui sont intéressants, je pense, qui sont la compilation et la vectorisation automatique. Mais le vrai nœud du problème, c'était de proposer quelque chose qui puisse facilement faire transiter l'information à travers ce mapping optimal. Et donc, si par exemple, vous voulez calculer la Hessienne de la synchrone divergence, c'est très facile de le faire en JAX. C'est avec HOT, c'est juste quelques lignes de calcul. Alors après, on est encore en train de bien s'assurer que les boulons sont bien serrés, donc il y a des petits détails à gérer, notamment l'inversion du système linéaire, d'autres. Voilà, donc ça va conclure un petit peu ma présentation d'aujourd'hui. Si on a besoin de faire de la différenciation à travers des matchings optimaux, on a besoin de régularisation quelque part. Et je pense que pour que le transport impacte d'autres domaines, il faut impérativement que cette partie-là soit indolore pour l'utilisateur. Il y a plusieurs manières de différencier le transport optimal régularisé. Une d'entre elles, c'est le unrolling, qui, je vous l'avais dit, est stable, mais peut être très coûteux parce qu'il demande de stocker beaucoup d'itérations. Je pense que les approches de différenciation implicite, si on arrive à les stabiliser numériquement, on sera amené à être plus adopté. En tout cas, c'est par le défaut, c'est ces approches par défaut qu'on a utilisées. Voilà. Je crois que je suis 2-3 minutes en retard. Merci beaucoup, Marco, pour cet exposé extrêmement clair et extrêmement intéressant. On va prendre des questions. On a du temps pour des questions. Donc, levez la main et je vous donne la parole au fur et à mesure. Alors, Marc, tu peux commencer si tu veux. Oui, merci Marco, hein, pour ton exposé. J'ai deux questions. Une qui Ouais. est alors vraiment technique, mais peut-être que je me trompe. Quel est le rôle du -1 dans la régularisation anthropique, sachant que il me semble que quand tu fais la dérivée partielle par rapport à P, tu obtiens la même forme analytique. Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, non, non, ça change pas grand-chose. En fait, c'est juste que c'est un tout petit peu plus propre. Si on met pas le -1, il y a un petit 1,5 qui va apparaître quelque part. Enfin, c'est vraiment des histoires de epsilon qui sont divisées par 3 pour arriver à epsilon à la fin, quoi. C'est comme ces profs de prépa qui commencent avec soit epsilon sur 3 et qui arrivent après à epsilon à droite. C'est vraiment, c'est plus. Après, ça commence à jouer des rôles, en fait, quand on commence à introduire aussi des variantes non équilibrées, déséquilibrées du transport, ou par exemple, on pourrait avoir des divergences de Bergman généralisées, enfin de Kullback-Leibler généralisées. Donc en première instance, c'est un peu un détail. Après, je crois qu'il est nécessaire aussi pour pouvoir
Si je me rappelle bien. Parce que de temps en temps, on le voit pas apparaître. C'est pour ça que. Oui, oui, non, non, je pense qu'au niveau zéro, ça n'a aucun impact. C'est juste qu'après, quand on commence à aller dans des frameworks un peu plus généraux, ça permet de communiquer plus simplement avec des variantes, en fait. Et d'ailleurs, là, je ne l'ai Ok. pas présenté, mais une manière aussi assez courante d'introduire cette régularisation, c'est plutôt de faire la KL par rapport au marginal A et B. Ce qui, une fois de plus, au niveau de Syncore, n'a aucun impact au début. Mais si on utilise cette manière différente d'introduire la régularisation, ça peut avoir un impact, par exemple, sur les divergences de Syncore ou d'autres choses. C'est à la fois un détail, donc au niveau de Syncore, ça n'a pas d'impact, mais après, ça peut avoir des impacts. D'accord. Et ma deuxième question, comme tu le sais, ces dernières années, il y a pas mal de travaux sur la relaxation de la contrainte de conservation des marges, Ouais, et notamment bah, pour traiter des problématiques d'outlier, par exemple, là ouais, où on n'a tout à pas fait, ouais. forcément envie de transporter un gros point qui nous emmerde. Ouais, Dans ce cas-là, donc je crois que c'est avec une régularisation additionnelle là que ça se passe. ouais. Est-ce que les propriétés, quelles sont les conséquences sur les propriétés de différenciabilité dans ce cas-là? Est-ce que Heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, aucune, voire favorable. Parce que justement, un des petits problèmes qu'on peut avoir en différenciant avec une contrainte de marge dure, c'est il y a un noyau à un moment dans le système linéaire qui a une valeur propre nulle, et rajouter en gros relâcher un petit peu les contraintes sur les marges et rajouter des régularisations, bah, ça permet au contraire de se libérer un peu de ça. Donc tout ce que j'ai proposé, enfin présenté ici, se généralise euh, de manière directe, d'ailleurs même dans les implémentations qu'on a dans Hot, bah, en gros, ça va marcher, j'ai envie de dire presque mieux. Et c'est un peu un sentiment, je pense, partagé dans la communauté. Des fois, il vaut mieux avoir un taux à 0,99, enfin une petite relaxation sur les marges, ça facilite un peu la vie, je pense. Merci. Ok, je vais donner la parole à Romaric, là, qui a sa main levée. Bon, bonjour Marco, merci pour la présentation qui était en effet Euh, très très claire. Moi, je suis un petit peu curieux sur la partie unrolling. Alors, t'es pas venu là pour la défendre, mais peut-être que ma question va t'amener justement à la question encore un peu plus. Euh, alors, dis-moi, parce que t'en as pas beaucoup parlé, mais donc j'imagine que l'idée c'est que l'algo, on peut le voir comme un ensemble de multiplications. Enfin, on fait une boucle sur plein de multiplications ou d'opérations, on va dire, qu'on sait différencier. Donc, on n'a qu'à différencier cette énorme boucle, cette énorme séquence d'opérations. Sauf que c'est une boucle qui a une taille variable. Je suppose qu'il doit s'arrêter quand il voit qu'il est en dessous d'une certaine précision. Donc, comment c'était géré là dans ceux qui bah, osent l'attaquer en unrolling? alors c'est une bonne question. Alors, à ma connaissance, la seule autre personne que j'ai vu s'attaquer à ça, c'est Geoblos, c'est l'approche de Jean Fédy. Et ce que fait Jean, enfin, dans la dernière version de Geoblos que je connais, c'est que justement, il, il gère pas justement cette terminaison conditionnelle. Et donc, il part du principe que c'est l'utilisateur qui va dire j'ai un budget de 100 itérations. Et donc, tu t'arrêtes au bout de 100 itérations, quoi qu'il arrive, quelle que soit la convergence de l'algorithme, on la regarde même pas en fait. Et on va unroller sans itération, quoi qu'il arrive. Moi, en fait, j'aime bien le unrolling. Je trouve que c'est quand même enfin, ce que je disais, hein, c'est un truc, c'est un peu un standard. Ça permet notamment de passer outre pas mal de problèmes liés à la différenciation implicite qui sont des problèmes de bah, s'assurer qu'on a bien convergé, quoi, parce que si on n'a pas convergé, bah, on a forcément un problème. Enfin, le système linéaire et veut plus dire grand-chose. Alors que l'unrolling, quoi qu'il arrive, on sera safe, quoi. Donc moi, personnellement, dans Hot, on avait passé pas mal de temps justement à gérer une différenciation automatique de l'unrolling, enfin de l'unrolling qui puisse gérer une terminaison conditionnelle. Et il faut savoir qu'au moment où je l'ai fait, c'est-à-dire il y a à peu près 6-8 mois, à ce moment-là, Jax n'avait pas de possibilité de différencier des boucles while. Donc je sais qu'en TensorFlow c'est possible, mais Jax ne l'avait pas. Donc avec l'aide de certaines personnes à Google, en gros, on a redéveloppé une espèce de custom while qui stocke des checkpointers tous les, mettons, 10 itérations de Syncorn et qui va faire le boulot de repropager à travers les itérations, enfin de réexécuter les itérations et les repropager de manière locale. Et donc dans Hot, il y a un flag, implicit differentiation égale true or false.
et il est à true par défaut, mais normalement, il devrait marcher avec false aussi. Et c'est ce qu'on voit, enfin, même dans l'exemple de la SIN là, que j'ai donné, pour moi, le- la comparaison un petit peu, le gold standard, après le truc numérique bien sûr, c'est de se comparer avec ce qu'on obtient avec l'unrolling. Donc par exemple, Jax peut unroller, peut faire le SIN d'un truc qui est unrollé, et donc on voit que ça a l'air de matcher. Mais il y a quand même des problèmes numériques dans les différenciations implicites qu'il faut gérer, quoi. D'accord, merci. Donc ça veut dire que quelque part, enfin, ta différenciation, elle va... donc différencier une boucle while, ça veut dire différencier, enfin, Non, je ne adapter différencie ta pas le donnée. critère de terminaison. Non, 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 pour D'accord. moi, le critère de terminaison est un événement discret. Mais euh, lui, il te donne qui la taille est- de la boucle, quoi. Tu voilà, peux c'est dire ça. concrètement, sur ce calcul-là, il m'a fallu, la boucle, elle a tourné sur 200 itérations, donc je vais différencier 200 itérations. Ça va être quelque Voilà, chose c'est comme ça. ça. En gros, tel que c'est vraiment fait, c'est que le graphe se construit de manière dynamique. Et donc, d'un point de vue, je pense, mémoire, c'est pas forcément efficace. Mais on arrive quand même à le JIT, c'est-à-dire on arrive quand même à le compiler. Et donc, je ne sais pas exactement ce que fait JIT dans ce cas-là, puisqu'il a quand même un graphe de taille variable, mais il arrive quand même à le faire. Et donc, bon, c'est quand même assez efficace. Mais clairement, on a dû faire des trucs un peu à la main, en fait, parce que c'est pas fait de manière native en Jax. J'ai une petite dernière, toujours autour de cette thématique un peu Ouais, curieuse. ouais, Quand on fait du traitement de séquence, c'est pareil, on unroll et on fait de la différenciation automatique sur des boucles déroulées. ouais, Sauf que justement, généralement, tu déroules pas la boucle complètement. Tu fais ouais, plutôt une différenciation par petits bouts, quoi. ouais. Il y a ce genre de stratégie aussi Alors, cachée là derrière ou pas? si tu fais tous les petits bouts les uns après les autres, c'est exactement ce qu'on en train de faire. Dans le C'est sens où ça. on stocke que des points intermédiaires. Après, si c'est juste s'arrêter, enfin, dans l'unrolling, bah, c'est connu comme étant quelque chose qui est assez relié à appliquer le théorème des fonctions implicites en utilisant une méthode itérative pour résoudre le système linéaire qui s'arrête au bout de quelques itérations. Donc, il y a quelques papiers de David Duvenot, je crois, de l'année dernière ou l'année d'avant, où, en gros, les gens découvrent un petit peu le fait que faire du truncated backprop, donc backpropager juste quelques itérations pour s'arrêter au bout d'un moment, c'est relié aussi à faire une espèce de truncated linear solve dans le système linéaire de la fonction implicite. Super. Merci beaucoup. Ouais, bon, je vois pas d'autres mains levées pour le moment, mais du coup, j'en profite pour glisser une petite question là dans cette thématique. Est-ce que tu sais, Marco, si finalement, pour justement dans cet unrolling là, pour un nombre limité ou fixé a priori de boucles, on a un équivalent d'un point de vue mathématique sous une forme de régularisation du problème de transport, quoi. Est-ce que enfin, bon, Ah! Ouais, j'imagine que c'est pas le cas en fait, mais est-ce que tu vois par non, exemple on pourrait oui, connecter ouais, ouais, avec en fait, le problème. je pense que je pense que c'est une très bonne question. Donc, en gros, c'est une espèce de early topic regularization. Moi, Exact. peut-être le petit truc qui m'embête d'en faire ça avec Syncorn lui-même, dans le cas équilibré, c'est qu'on a l'impression qu'on donne la priorité à une des deux marginales. Donc, si on fait synchron de manière de base, bah, on va forcément matcher à la fin une des deux marginales, et l'autre ne va pas être matché. Donc, est-ce qu'il y a une manière plus élégante de faire ça en symétrique, avec des updates symétriques, un peu en parallèle, qui donnerait un espèce de early topic regularization? C'est peut-être possible. C'est un peu un truc inexploré. Enfin, moi, je connais pas de travaux là-dessus. Mais je suis d'accord que, bah, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Ouais. Et de la même manière avec le network flow en fait, tu vois, est-ce que le s'arrêter là encore au bout d'un certain nombre Le, d'itérations Ouais, le network flow, je pense que j'y crois un peu moins parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est tellement dépendant de la géométrie locale des pivots, des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs qu'on comprend pas très très bien, quoi. Enfin, les règles de pivot pour tout ce qui est simplex, quoi. C'est des trucs qui sont vraiment, c'est obscur, quoi. On comprend pas vraiment quelles sont les règles de pivot qui dominent d'autres, à part de manière un peu empirique. Et donc, je pense que ce sera plus difficile. Alors que pour Syncorn, ou enfin tout simplement le problème dual qui lui est clairement un problème convexe. On a plus d'outils, je pense, pour essayer peut-être de faire le lien avec l'histoire de early stopping regularization pour les problèmes convexes. Ok. Et en fait, bon, tu mentionnes Jax plein de fois. En fait,
Est-ce que, moi, je suis un peu néophyte en JAX, je suis plus habitué à PyTorch ou TensorFlow, en fait. Est-ce que tu pourrais préciser, nous dire ce qui rend vraiment JAX intéressant sur le calcul de la jacobienne? Enfin, j'imagine qu'il y a des réponses très précises, mais est-ce qu'on peut transposer finalement ce que tu nous as présenté sur la dernière partie à n'importe quel framework de différenciation automatique, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut faire en JAX qu'on peut pas faire ailleurs, quoi? Alors, je sais que PyTorch a récemment release un nouveau moteur de différenciation automatique. Je ne veux pas, vraiment pas m'aventurer sur des comparaisons parce que je connais pas bien PyTorch du tout. Ce que je peux dire, c'est la comparaison entre TensorFlow, par exemple, et JAX. Il y a vraiment un problème de design complètement différent dans les deux cas. En fait, les gens qui ont développé JAX, c'est des gens qui avaient développé Autograd, et c'est essentiellement des gens qui viennent vraiment de la programmation, enfin, du differentiable programming. Donc, pour eux, le standard, quelque part, il est très mathématique, en fait. Ils essayent de rendre le plus élégant possible l'implémentation en soft de ces idées-là, bien avant des histoires de est-ce que je vais pouvoir apprendre un réseau de neurones. TensorFlow, c'est le contraire. Clairement, TensorFlow a été vraiment fait pour pouvoir passer à l'échelle et pour pouvoir être déployé sur des devices. Et ça fait qu'il y a certaines incongruences, quoi, des incohérences un peu mathématiques, quoi. Il y a ce que TensorFlow appelle un gradient, par exemple, c'est un peu tout, quoi. C'est à la fois des jacobiennes, etc., quoi. Donc je trouve que JAX, de ce point de vue-là, est très élégant mathématiquement. Et bon, pour quelqu'un qui aime bien projeter en maths ce qu'il fait en code, bah, je trouve que l'interface est très bonne. Après, par rapport à PyTorch, je sais pas, un des avantages, souvent qu'on cite, bah, une fois de plus, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je ne connais pas PyTorch, c'est que Jax est complètement fermé sous des dérivations, en fait. C'est-à-dire que quelque part, quand on fait un code, la différenciation automatique de ce code va refaire un code pour pouvoir redifférencier un peu à l'infini, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'applications aujourd'hui pour faire la différenciation avec des dérivés de troisième, mais pour moi, par exemple, l'exemple qui est là, c'était un truc qui m'avait fait sourire parce que on pouvait faire d'une DSIN en ayant juste codé, soit en faisant de l'unrolling, soit en différenciant de manière automatique mon step de différenciation implicite qui est quand même un step de linear solve. Et donc, en gros, JAX peut différencier à travers des résolutions de système linéaire, quoi. Donc, il y a plein de cas un peu intéressants comme ça, de edge case, et on se dit, ah, est-ce que ça va passer sous JAX? Et en fait, ça passe assez bien. Après, bon, des fois, il faut aller un peu dans le cambouis quand même, quoi. Ok, je donne la parole à Tanguy Cardoncuf. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur la divergence de Simcon. Donc, vous avez dit qu'on rajoutait les termes pour en gros que ce soit centré, c'est-à-dire qu'on soit égal à 0 quand les distributions sont les mêmes. En fait, on doit calculer on se passe Einstein, mais avec la régularisation, entre deux fois la même distribution. Il y a des méthodes rapides où on applique bêtement l'algorithme de Simcon pour calculer ces deux termes qu'on rajoute. Oui, alors, il y a, enfin, alors Jean a une réponse pour ça. Enfin, il a partagé, il l'a dit à beaucoup de monde, je pense, que une manière plus intéressante pour résoudre le problème symétrisé, c'était de faire des updates de Syncorn plutôt en parallèle. C'est-à-dire plutôt que d'updater d'abord U en fonction de V et de mettre ce U-là pour updater V et refaire ça comme ça, faire un truc un peu Gauss-Seidel, quoi, donc vraiment en parallèle, pour faire U et V et après faire une espèce d'averaging. Donc on l'a implémenté dans Hot. Je sais qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui me dit que ça bug, donc il faut peut-être que je regarde un peu plus près. Et donc la réponse, c'est oui. Visiblement, il y a des approches un peu plus efficaces. Et après, l'autre chose enfin, c'est un détail, mais souvent, quand on veut utiliser cette divergence séquente, on va peut-être la minimiser par rapport à un des deux arguments. Et donc, si on minimise par exemple par rapport à cet argument-là, mu, on n'a peut-être pas besoin de recalculer cette partie de la divergence. Donc, ça va faire un surcoût de calculer ça, et juste peut-être différencier ça par rapport à, et donc laisser tomber cette partie-là qui, elle, est constante quelque part par rapport au problème qu'on envisage. Et voilà, donc c'est un petit peu les deux trucs simples à dire peut-être sur la Single Divergence. Lucas, Anctil? Oui, bonjour. Merci beaucoup
Vous m'entendez bien? À peu près, ouais. Ah, je vais couper la vidéo, voir si c'est un peu mieux. Ouais. Euh, merci beaucoup pour la présentation. Du point de vue de l'optimisation finale, je me posais la question de l'importance des gradients du plan par rapport au gradient de la matrice de coût M sur la slide. Euh, tu as beaucoup présenté la distance régularisée donc par la Sinkhorn qui permet d'avoir des gradients à travers le plan. Est-ce que ce serait intéressant de calculer le plan optimal en off, donc non différenciable, et de l'utiliser un peu pour pondérer la matrice de coût? Et donc les gradients seront calculés sur la matrice de coût, mais qui a été pondérée par le plan. En fait, je me pose la question, est-ce que c'est utile vraiment d'utiliser les gradients de l'appareillage entre les points. Alors, je vais essayer d'interpréter un petit peu. Donc, la question, c'est donc une des. En général, ce qui se passe, c'est que je vois vraiment le P étoile comme une Mhm. fonction. C'est une fonction, une grosse fonction qui va partir de X, A, Y, B et d'autres paramètres du coût. Donc, le coût. Et donc, en gros, une fois que j'ai cette vision-là où P étoile, c'est une fonction de tout ce truc-là, après, je vais peut-être utiliser le P étoile dans une autre tâche. Donc, par exemple, si on regarde en Mhm. bio, on va utiliser le P étoile pour faire cette espèce d'appareillement. Et après, on va peut-être avoir une tâche qui va dépendre de ce P étoile. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas vraiment besoin de me poser la question si dans le coût de transport, par exemple, le M ici, il y avait certains M qui est très important Mhm. dans le coût. Parce que quelque part, cette information-là, maintenant, elle est complètement contenue dans le P étoile. Donc le P étoile, c'est lui qui contient toute l'information sur, pour l'instant, à quel point j'ai eu du mal à faire le transfert entre ces deux nuages de points. Donc, j'ai envie de dire, toute réinjection, quelque part, de pondération de ces variables-là originales dans ce qui va se passer après, bah, si elle n'est pas justifiée par autre chose, je pense que ça ne va pas être utile. D'accord, ok. Donc typiquement, si on fait de l'optimisation par mini-batch sur lequel donc on calcule notre plan et notre matrice de coût sur chaque mini-batch, Ouais, utiliser les gradients du plan, ouais. c'est pas forcément utile puisque le plan ne sera pas réutilisé sur les prochains mini-batch. Non, mais par contre, ce qu'on va surtout utiliser, c'est le plan en lui-même, il sert à rien. Mhm. Pardon, il va toujours être utilisé pour faire une fonction de perte. Donc, par Oui, exemple, je sais pas moi, si on va faire une fois que j'ai fait mon P étoile, bah, je vais peut-être faire une espèce de. Donc, par exemple, mettons, si je devais prendre le problème de domain adaptation, ça va être la loss. Donc, par exemple, je vais avoir mon P étoile qui va mapper mes points train vers l'ensemble test. Et après, je vais avoir une espèce de loss ici qui va être f de θ de p x train par rapport à des y. Peut-être que je peux avoir des y tests. Et en gros, si je veux essayer de différencier un paramètre dans ma manière de faire le calcul du transport optimal là-dedans, donc par exemple par rapport à C, je vais faire le gradient par rapport au coût de cette loss. Bah, en gros, je vais devoir différencier à travers la relation qui lie le transport optimal au point du départ et au coût lui-même, en fait. Donc, d'accord. quelque part, j'ai envie de dire, le P étoile, c'est juste un produit de plein de paramètres d'entrée. Alors, normalement, pour que tout ça, c'est un intérêt, il faut que tu puisses avoir une incidence, enfin, un impact sur ce qui s'est passé sur ce P étoile, hein. C'est-à-dire que si le Ouais, P étoile, tu n'as aucun impact sur lui, bah, effectivement, ça ne sert à rien de savoir comment il change. Par contre, ce qui est ouais, ouais, important, c'est par exemple, s'il change par rapport au coût. Alors, imagine que tu fais du domain adaptation, le truc de Nicolas, ouais, mais que tu veux y apprendre un coût qui te permette de mapper ces points-là vers le cas du test, qui lui-même te minimise d'une certaine manière la loss, en fait. Qui te permettre de mieux minimiser la loss. En gros, tu vas apprendre à mapper pour que après, une fois que tu as fait l'adaptation, ben, tu puisses avoir c'est ça. une meilleure loss. Ben, dans ce cas-là, le seul truc qui vraiment t'intéresse, c'est de différencier le pétole à travers le coup.
Et je pense que tu n'as pas besoin de rajouter d'autres informations. Enfin, après, je veux pas, je veux pas dire que, enfin, il y a des cas particuliers qui sont probablement intéressants. Mais là, de manière naïve, j'ai envie de dire que c'est Paytoil qui contient tout. D'accord. Ok, ok, super. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Bon, oui, on est pile poil dans le timing, mais on peut déborder un tout petit peu, j'imagine. Enfin, Marc m'arrêtera s'il ne le souhaite pas, mais je crois qu'il y a Titouan Vallier qui avait bien une petite question. Titouan. Ouais, vous m'entendez? Ouais, ouais. Ouais, très bien. Bon, c'est pas hyper pertinent, mais il y a quelque chose que. Bah, déjà, merci pour l'exposé, hein, c'était super clair. Il y a quelque chose que j'ai. Bon, voilà, on parle beaucoup de régularisation anthropique et tout, mais en termes de. Voilà, pour la question juste de la différenciabilité, est-ce que, par exemple, des questions de régularisation quadratique, ça pourrait être intéressant ou ça pose des problèmes? Bon, voilà, je voulais savoir si Non, non, je de pense votre que côté, il y avait un peu de. tu soulèves un très bon point. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'étais un peu convaincu que la régularisation pardon, anthropique était un petit peu au-dessus parce que, notamment, l'algorithme, lui, était très simple, mais en plus, il était très facile à unroller. Alors que la régularisation quadratique, par exemple, est très difficile à unroller parce qu'elle passe à travers des étapes de type des seuillages, des rangs, des trucs comme ça. Maintenant, si on adopte pardon, une approche de type implicite, je pense que c'est possible d'utiliser enfin, le terme de fonction implicite sur la solution optimale du transport régularisé en quadratique, par exemple. Donc ça repose, je suis complètement d'accord, des questions sur est-ce qu'il y a peut-être. Après, enfin, un des avantages toujours de la régulation anthropique, enfin, c'est la factorisation du plan et le fait que dans pas Hmm. mal de cas particuliers, bah, on se retrouve avec une factorisation très pratique qui est diagonale fois k fois diagonale et que le k, c'est vraiment une source inépuisable, j'ai envie de dire, d'accélération Ouais, et dans pas mal de cas particuliers, alors que là, on n'aura pas ça en quadratique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'application pour lesquelles l'aspect quadratique sera pas, enfin, pourrait pas être utile. ok. Donc, je suis d'accord, j'ai envie de dire, plus qu'il y a, de mon point de vue, plus qu'il y a 2-3 ans, c'est peut-être intéressant de regarder la différenciation, enfin la régularisation quadratique avec cet angle implicite. Ok, bah, merci. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on a tous encore plein de questions, mais on va s'arrêter là. Merci encore, Marco. Merci Merci à tous. beaucoup. Et bah, du coup, je laisse la main à Marc pour savoir s'il y a Ouais, bah, des juste pour conclure cette interrogations. session, merci beaucoup Marco, voilà, d'avoir répondu à notre invitation. On aura normalement à nouveau le plaisir de te voir demain pour la table ronde Avec autour d'une plaisir. problématique plus